Salut tout le monde, c'est Maureen, nous sommes le 4 novembre et je reviens aujourd'hui pour une vidéo update lecture. J'ai 7 livres à vous présenter, certains que vous connaissez déjà puisque j'en ai déjà parlé sur le blog ou sur d'anciennes vidéos. Donc pour cela je vais essayer d'aller assez rapidement et je vais essayer de vous présenter les autres un peu plus en détail. Je ne sais pas si ça se verra sur cette vidéo, mais j'ai enfin reçu l'ampoule qui va avec le kit parapluie. Donc j'ai enfin une lumière blanche pour tourner, même si le ciel à l'extérieur est très gris. Donc ça c'est super cool et j'espère que niveau qualité d'image ce sera pas mal pour vous. La dernière fois, donc le 15 octobre, je vous laissais en vous disant que j'avais presque terminé Oliver ou la fabrique d'un manipulateur de Liz Nugent aux éditions de Noël, collection Suspense. Je vous disais que j'aimais beaucoup et que la fin s'annonçait bien. Alors, je l'ai terminé évidemment depuis le 15 octobre et j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, mais vraiment c'était une super lecture. Ce que je retiens de ce roman à suspense psychologique, c'est la narration, puisqu'il s'agit d'un texte qui est découpé en plusieurs petits chapitres et chaque chapitre s'attarde sur le point de vue d'un personnage différent. Oliver et également tout son entourage à des étapes différentes de sa vie et en fait chaque personnage, dont Oliver, va nous raconter un souvenir qui a trait au héros et en fait grâce à ça on va comprendre le passé, l'histoire d'Oliver, comment il a pu devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Alors c'est complètement éclaté, on n'a pas une narration linéaire, les souvenirs sont pas dans l'ordre, on passe de l'adolescence à l'enfance, on repart au moment où il était jeune adulte. Voilà, c'est complètement éclaté, notre cerveau doit faire une petite gymnastique pour tout mettre les pièces du puzzle dans l'ordre pour recomposer toute l'histoire, tout le passé d'Oliver et j'ai trouvé ça super sympa, c'est très rythmé, très agréable à lire et on se rend compte que derrière le masque très mystérieux, très froid, Oliver a un passé très complexe, très glauque, donc ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc un très bon roman à suspense psychologique que je vous conseille, c'est bien écrit, c'est court, ça se lit très vite, très rythmé, du suspense, j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite lu un tout petit livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai déjà rendu, donc je vous mettrai une petite image ici. Il s'agit d'un discours que Neil Gaiman a fait en 2013 si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « Pourquoi notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de l'imagination ». Donc c'est très court, ça fait 20 pages, je vais pas vous en parler 10 ans puisque j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est agréable à lire, c'est fluide, c'est du Neil Gaiman. C'est pas un discours hyper poussé, hyper détaillé, on reste vraiment sur des choses un peu basiques, mais ça fait toujours plaisir de lire un discours comme ça qui met en avant les bibliothèques, la lecture, l'imagination. Notamment les lectures de l'imaginaire, de la famille de la SFFF, science-fiction, fantastique, fantasy, puisque Neil Gaiman est plutôt un auteur de ce genre-là. Voilà, donc ça fait toujours plaisir, je vous dis, ça fait 20 pages, ça se lit en quelques dizaines de minutes. C'est pas hyper détaillé, hyper poussé, c'est pas un essai super compliqué, c'est très abordable. Voilà, j'aurais peut-être aimé que Neil Gaiman aille un peu plus loin dans ses théories, dans ses réflexions, mais en même temps c'est la reproduction d'un discours qui a été fait à l'oral, alors il ne pouvait pas parler des heures et faire quelque chose de très poussé. Je vous dis, c'est agréable, ça se lit vite, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue d'auteur sur la lecture, les bibliothèques et l'imagination, ne vous en privez pas, ça fait 20 pages et c'est, j'ai oublié de vous le dire, au diable vauvert. En parlant d'imaginaire, j'ai continué avec le premier tome de Récits du demi-loup de Chloé Chevalier, ce premier tome s'appelle Véridienne et c'est publié aux Moutons électriques. Il s'agit du premier tome d'une trilogie, si je ne dis pas de bêtises, qui met en place les bases d'un monde de fantasy à tendance médiévale. On va se retrouver au cœur d'un royaume qui jusque-là était plus ou moins en paix. Et puis l'arrivée d'une maladie qui décime la population, qui est appelée la peste mort, va changer un petit peu l'ordre des choses. Mais c'est surtout la naissance de 5 jeunes filles qui va bousculer toutes les habitudes, toutes les traditions du royaume, puisque dans la tradition de ce monde créé par Chloé Chevalier, chaque prince et chaque princesse doit être accompagné d'un suivant ou d'une suivante du même sexe, né le lendemain de la naissance de la personne royale. Lorsque la princesse Malvan naît, son père cherche pendant un mois une suivante et il ne trouve pas.
Donc il va contrecarrer la tradition et choisir une petite fille née le surlendemain, une petite fille qui s'appelle Nersès, ce qui va un petit peu bousculer toutes les traditions. Mais pire encore, quelques jours après l'arrivée de Nersès au château, une autre petite fille est amenée et elle en fait c'est la vraie suivante, elle s'appelle Catel et elle est vraiment née le lendemain de la naissance de Malvan. Donc au final la princesse Malvan va se retrouver avec deux suivantes, c'est encore pire que d'avoir une suivante née le surlendemain, ça bouscule complètement les traditions qu'une princesse ait deux suivantes et pas seulement une. On a d'un côté ces trois petites filles et de l'autre on va avoir la princesse Calvina qui est la cousine de la princesse Malvan, qui elle va avoir comme suivante une petite fille qui s'appelle Luftilde, j'espère que je le dis bien. Malvan et ses deux suivantes vivent à Véridienne, auprès du roi son père qui s'appelle Aldemar et de la reine qui s'appelle Malvamonde me semble-t-il. Donc c'est le royaume principal. Un peu plus loin vous avez le royaume des Épona, qui est dirigé par le frère de Aldemar, le frère cadet, qui s'appelle je ne sais plus comment, qui vit dans ce royaume-là avec sa femme et avec sa petite fille, donc la princesse Calvina, qui elle est accompagnée de sa suivante Luftilde. Malheureusement, je ne vous raconte pas comment, mais les Épona, le royaume des Épona ou des Éponas, je ne sais pas si on dit le S, moi j'ai envie de le dire, c'est plus joli, donc le royaume des Éponas va perdre ses deux dirigeants, le roi et la reine, qui vont mourir. Et donc la petite princesse et sa suivante se retrouvent seuls au monde, ou quasiment, je ne vous raconte pas tous les détails, et vont devoir aller se réfugier à Véridienne, donc auprès de la cousine, des autres suivantes et du roi et de la reine de Véridienne. Après cette introduction, en fait, on va se rendre compte que tout le texte quasiment se déroule à Véridienne. On va suivre l'évolution des 5 jeunes filles, des 5 petites filles. Je crois qu'on les découvre vraiment, enfin on commence vraiment à les suivre en détail quand elles ont 11 ans, quand elles sont toutes réunies à Véridienne pour la première fois. Et on va les suivre jusqu'à leur 20e année, je crois, environ. Pendant ce laps de temps, on va suivre leur jeu, leur affection, leurs relations, mais aussi leurs petites bagarres, leurs conflits, puisque les enfants deviennent adolescentes. Alors forcément à l'adolescence, il y a un peu plus de conflits et de tensions qui s'installent, et alors quand l'âge adulte arrive, c'est encore pire. On peut reprocher, c'est vrai, ce côté un petit peu conflit féminin, ces chamailleries, on se croirait vraiment dans une basse-cour à certains moments. Mais je trouve que derrière tout ça, on a un côté beaucoup plus profond qui se cache derrière ça. Évidemment tous les sentiments, toutes les émotions qui sont liées à l'être humain, mais aussi tout le côté un petit peu politique, puisque tous les petits conflits dans ce groupe de femmes est quasiment lié à un aspect un peu plus politique, un peu plus général. Il y a des relations un peu adultérines, les relations amoureuses compliquent évidemment tout ça. Et ce que j'ai bien aimé dans l'histoire de ces 5 jeunes filles, c'est que elles ne nous laissent pas indifférentes. Alors parfois on les déteste, notamment les 2 princesses, elles sont particulièrement pestes, égoïstes, tout ce que vous voulez, capricieuses. Et en même temps, tous les personnages, enfin en tout cas ces 5 jeunes filles, ont aussi des côtés attachants, plus ou moins selon les personnages, selon les moments. Et ce sont pas des personnages manichéens qui sont soit très méchants, soit très gentils. Non, il y a une part d'ombre et de lumière dans chacune de ces jeunes filles. Elles ont des torts, elles ont des qualités, des défauts. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, et puis forcément derrière ce côté un peu basse-cour, ces conflits de jeunes filles qui grandissent au sein du royaume, on a évidemment le côté un peu plus politique, un peu plus guerrier, puisqu'on est dans une fantaisie à tendance médiévale, donc forcément il y a des guerres, des conflits avec les royaumes ennemis. Alors là, ça a trait au prince Aldemort, qui est le fils du roi Aldemar, qui est le frère de la princesse Malvan, le frère aîné, qui est parti quand il avait 12 ans en guerre contre le royaume ennemi à la frontière, je ne sais plus comment s'appelle le royaume ennemi, et en fait il va partir 15 ans je crois, et il revient au bout de 15 ans. Et au bout de 15 ans il nous raconte ce qui lui est arrivé, c'est raconté au compte-gouttes, et on se rend compte
que tout est lié finalement. Je peux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, c'est bien mené. En fait, ce qui fait vraiment le charme de ce récit, c'est la construction, puisque on va passer un peu comme Oliver, d'un point de vue à un autre, d'un chapitre à un autre. On va avoir le point de vue de 4 personnes différentes. Les 3 suivantes, donc les suivantes qui sont Nercès, Catel et Luftilde, et le point de vue du prince Aldemort. Et chacun de ces 4 personnages va nous parler de son quotidien, de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent. Alors, le quotidien des jeunes filles est peut-être moins passionnant que celui d'Aldemort, puisque lui il revient sur ses souvenirs, revient sur ce qui s'est passé lors de ses 15 années d'absence, et encore il ne nous raconte pas tout, il y a vraiment de nombreuses années qui sont passées sous silence. Je pense qu'on le découvrira plus dans les tomes suivants. C'est un peu le questionnement qui intrigue, qui nous rend curieux, qui nous donne envie de lire la suite, puisqu'on a envie de savoir ce qui s'est passé dans ce royaume. On sait vraiment que quelques bribes. Et en même temps, le quotidien des suivantes auprès de leur princesse a aussi beaucoup de charme. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis attachée à elles dans le sens où j'ai envie de savoir ce qui va leur arriver. Et là, dans les dernières pages, on a un tournant dans l'histoire. Les choses sérieuses se mettent vraiment en place. Les 5 jeunes femmes, maintenant, elles ont la vingtaine, ont pris des chemins complètement différents. Leur destin sera très différent et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. La suite sortira en 2016. J'ai hâte de la voir dans ma bibliothèque et de la lire. En attendant, je vous invite à lire ce premier tome, qui vaut vraiment le détour. J'ai ensuite enchaîné avec un livre plus court qui s'appelle Une saison chez les sorcières, c'est le premier tome. Premier tome que l'auteur a baptisé Automne. L'auteur c'est donc Anaïs Goldenberg et c'est aux éditions du Lumignon. Alors, ce n'est pas un album à proprement parler, c'est pas non plus un roman, je dirais que c'est un livre très illustré, avec pas mal de textes. Ça fait une 60aine de pages et j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de sorcières qui vivent dans cette maison un peu bizarre au cœur de la forêt. Elles sont 25 dans cette maison, elles vivent en communion avec la forêt autour d'elles, les animaux, les arbres, les plantes. Ce sont des sorcières joyeuses qui font la fête, qui jouent de la musique, qui font des expériences dans une des pièces de leur grande maison. Et en fait, un jour, elles se rendent compte que la forêt est malade. Et suite à cette découverte, elles vont subir l'attaque d'une tempête surnaturelle. En fait, elles vont se rendre compte qu'une malédiction pèse sur elles et elles vont devoir évidemment s'en sortir, combattre cette malédiction et réparer les torts que celle-ci a pu faire. C'est jeunesse, mais en même temps, les grands enfants comme moi y trouveront beaucoup de charme. Ça se lit très bien, c'est très agréable, très imagé, beaucoup de jeux de mots, notamment dans le nom des personnages. Et en plus de ça, comme je vous le disais, c'est très illustré. Vous avez des illustrations en pleine page comme celle-ci. Également des illustrations sur une seule page comme ça. Des petites illustrations non colorisées, enfin en sépia on va dire, couleur sépia, en en-tête de chaque chapitre et également à l'intérieur des chapitres. Voilà. Donc c'est vraiment un livre qui est très joli, un premier tome, le deuxième est déjà sorti, il s'appelle Hiver et je pense que je vais l'acheter très rapidement. Pour mon défi Wild Pal épisode 2, vous avez choisi plusieurs livres, 6 en tout, 2 romans et 4 livres graphiques, et dans les romans vous m'avez demandé de commencer une nouvelle saga. La saga s'appelle La Voix des Oracles. C'est de Estelle Faye aux éditions Scrinéo et ce premier tome s'appelle Tia. Je vous remercie d'avoir choisi ce livre puisque j'ai adoré, adoré, adoré. Mais vraiment, je pense que ça faisait des mois que je n'avais pas eu une telle émotion en lisant un livre. En fait, si vous voulez, le quotidien fait que j'ai toujours la tête ailleurs et même quand je lis et même quand je suis plongée dans le texte, j'ai toujours une oreille ou une pensée qui vagabonde un peu dans le quotidien. Donc particulièrement sur le bruit du voisinage ou voilà, les soucis du quotidien. J'apprécie mes lectures mais je n'y suis pas vraiment plongée complètement, j'ai toujours quelque chose qui divague.
Et là, celui-là, c'est la première fois depuis des mois, j'étais complètement plongée dedans. Mais vraiment, 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 rien ne pouvait m'atteindre de l'extérieur, je n'entendais plus les bruits des voisins. Ce livre m'a emportée. J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. Et je pense que si j'ai été autant emportée, si j'ai autant aimé, c'est parce que j'ai fait toute ma lecture en compagnie des albums d'un groupe qui s'appelle Daimonia Nymph, qui est un groupe folk, musique du monde, je sais pas comment dire. C'est un groupe de musiciens grecs et en fait ils reprennent les instruments de l'Antiquité et ils ont repris, me semble-t-il, des partitions retrouvées par les archéologues et ils recréent de la musique antiquisante. Et c'est vachement bien et ça m'a vraiment permis de me plonger entièrement dans ce bouquin. Franchement ça a été une expérience super, j'ai adoré. Et je vous mets le lien d'un ou deux albums de Daimonia Nymph en description de la vidéo et notamment une chanson que j'ai découverte en lisant ce livre et c'est ma plus belle découverte de musique depuis longtemps aussi. Donc vraiment ce livre ça m'a apporté que des belles découvertes et que des belles surprises et que de belles émotions. Donc merci à Estelle Faye pour ce super moment. Alors après tout ça, je vais quand même vous raconter un peu l'histoire. Donc on est dans la Rome antique au 5e siècle après Jésus-Christ. Enfin je vous dis dans la Rome antique, non on est plutôt en Gaule, au 5e siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain commence à décliner. On a encore ce côté très conflictuel entre la nouvelle religion chrétienne, puisque l'Empire romain est devenu chrétien, et les anciennes traditions avec les nombreux dieux, le polythéisme, etc. Donc on va avoir ce conflit en toile de fond. Le côté historique qui est très bien mené par Estelle Faye, c'est de la littérature jeunesse, mais c'est hyper documenté. Enfin j'ai adoré, elle utilise beaucoup de mots scientifiques pour décrire les objets, pour décrire les décors, les scènes. C'est très imagé, on se croit vraiment dans la Gaule du 5e siècle. Les vêtements, les maisons, les rues, les forêts, enfin bon bref, c'est hyper imagé, hyper documenté, on sent que l'auteur a fait des recherches et ça j'adore quand j'ai un bouquin, j'adore avoir assez de détails pour être vraiment prise dans l'histoire, pour vraiment m'imaginer les décors et les lieux et en même temps ne pas être noyée non plus sous les descriptions et les détails parce que après au final c'est pas qu'on s'ennuie mais on en a tellement que on peine à suivre l'action. Là c'est hyper bien dosé entre beaucoup de détails qui permettent de bien imaginer tout ça et l'action qui rythme un petit peu le tout. Donc on a ce côté historique là qui est super bien foutu et le côté mythologique qui à l'époque faisait partie intégrante de la vie du quotidien des habitants de Rome et de la Gaule. Donc on va voir, et comme ça surgit tout naturellement, un faune. On va voir des nymphes, on va avoir un dieu qui va aider, le dieu des souterrains qui va ouvrir des passages. Voilà, le côté mythologique, ancienne tradition est là, est présent et est super bien intégré à l'histoire. Tellement bien qu'on se dit, ok c'est du surnaturel, c'est de la mythologie, mais c'est naturel, ça passe tout seul. On n'est même pas étonné de voir un faune arriver comme ça au milieu de la forêt. Non, c'est naturel, voilà, ça va super bien avec le décor, avec le contexte historique. J'ai adoré. On va suivre Tia qui a 16 ans, qui est la fille d'un général romain et qui en fait a été un petit peu mise à l'écart par son père. Depuis toute petite, elle vit dans une villa en Gaule, loin de Rome, parce que cette petite Tia, elle a des pouvoirs, elle est devineresse. Et à l'époque, comme la religion chrétienne monte en puissance, évidemment on commence déjà à brûler les sorcières, tout ce qui relève de la magie païenne. Et donc pour protéger sa fille, il l'envoie en Gaule. Elle va quand même se cacher quand elle doit lire dans les entrailles des animaux pour faire ses augures. Elle doit quand même faire attention de ne pas être découverte. L'histoire s'ouvre sur la tentative d'assassinat du général, non du père, par son fils aîné, qui s'appelle Aedon je crois, quelque chose comme ça. Je suis nulle pour retenir les noms, c'est une catastrophe. Bref, le frère aîné de Tia essaye de tuer leur père.
puisqu'il a envie de prendre le pouvoir, puisqu'il a envie... voilà, il a une vision différente de celle de son père, il a envie de prendre sa place. Donc c'est un assassinat manqué, et Tia comprend qu'elle est en danger. Elle a une vision qui lui indique d'aller dans une ville qui s'appelle Brogg, qui est tout au nord de la Gaule, et donc elle va s'enfuir. Elle va partir sur les routes, et sur les routes, elle va obtenir de l'aide de personnages, de créatures assez inattendues, et elle va notamment faire la connaissance d'un maquilleur qui s'appelle Enoch à l'époque dans l'Empire romain, et on l'apprend grâce à Estelle Faye, ou peut-être que certaines personnes le savaient en ayant fait des études d'archéologie ou d'histoire de l'art. J'avais eu vent de ça mais je m'en souvenais plus, donc ça a été un plaisir de le redécouvrir ici. Donc dans l'Empire romain, il y avait des maquilleurs, des gens qui étaient spécialisés dans le maquillage, qui connaissaient les techniques voilà, pour se dissimuler, ou se maquiller pour la vie quotidienne. Et également, maquilleur voulait aussi dire un petit peu coiffeur, puisque Enoch connaît la technique des perruques, des parfums, etc. Donc c'était un petit peu étendu sous le terme de maquilleur, on avait quand même pas mal de choses qui allaient là derrière, là-dessous. Le jeune Enoch, qui lui est un peu étranger aussi dans l'Empire romain, puisqu'il n'est pas tout à fait romain, sa mère était une barbare, et donc il est métis. Donc il peine à trouver sa place, et lui son rêve c'est justement d'être un citoyen romain, un vrai citoyen romain à part entière. Donc au fil de l'aventure, il va hésiter entre donner sa loyauté pleine et entière à Tia et venir en aide au frère de Tia, donc Aédon, qui lui promet une place, justement, une place dans la haute société de l'Empire romain. C'est plein d'aventures, c'est plein de rencontres hyper intéressantes. Il y a des combats, il y a des découvertes sur le chemin un peu étranges, on rencontre des dieux comme je vous le disais, des nymphes, des ondines, des créatures un petit peu bizarres. Il y a de l'émotion, il y a des sentiments, les personnages sont attachants, Tia est très sympa à suivre. Bon, c'est une jeune fille de 16 ans, donc j'en ai 12 de plus maintenant, donc je ne me reconnais pas forcément en elle, mais je l'ai trouvée ni trop immature ni trop mature pour son âge, parce que c'est un peu le piège des fois, on a des ados de 16 ans qui en paraissent 35 tellement ils sont sérieux, matures, responsables, alors que bon, dans la vie je pense qu'il y a assez peu d'ados de 16 ans qui en paraîtraient 35. Et là je trouve que Tia c'est le juste milieu entre le côté gamine et le côté trop adulte. Bon après on est dans une autre époque, donc forcément 16 ans au 5e siècle dans l'Empire romain, c'était pas la même maturité que 16 ans en 2015 en France je pense, mais quand même, je trouve que c'est vraiment bien dosé pour le coup. On a une héroïne intéressante à suivre, assez mature mais pas trop, qui fait des erreurs, qui doute, qui se jette dans la gueule des ennemis sans trop réfléchir parce qu'elle est impulsive, mais qui en même temps a un côté voilà posé, responsable. Bref, Tia je l'ai beaucoup aimée. Et franchement, j'ai qu'une hâte, c'est acheter le 2e tome super vite, il faut que je le trouve. J'ai des chèques cadeaux, là je pense que je vais aller l'acheter. Et je ne sais pas quand sortira le 3e tome, mais j'espère bientôt, parce que si le 2e est aussi bon, je crois que j'aurai très envie de lire le 3e très vite. Voilà. Un coup de cœur absolu, ça faisait super longtemps que ça m'était pas arrivé, ça fait du bien. Merci Estelle Faye, merci les éditions Scrineo, j'ai adoré. Je pense que j'ai pas forcément fait un choix très pertinent pour succéder au 1er tome de La Voix des Oracles, puisque j'ai choisi Les Cloches de l'Enfer de John Connolly, qui en fait est un tome 2, le tome 2 de la saga Samuel Johnson, mais ils peuvent se lire un petit peu indépendamment quand même. Le 1er tome s'appelle Les Portes. C'est chez l'Archipel, je crois que ça existe en livre de poche maintenant. Et en fait dès le départ ce 1er tome m'a fait penser au 1er tome de Artemis Fowl de Owen Colfer. Enfin Owen ça s'écrit E-O-I-N mais en gaélique on ne dit pas le E, donc Owen Colfer, que j'avais pas vraiment aimé. Alors je suis la première chagrinée de dire ça puisque Owen Colfer est irlandais et John Connolly également. Je suis encore plus chagrinée parce que John Connolly, j'ai lu son livre des choses perdues que j'avais adoré également chez l'Archipel, et plus récemment j'ai lu un recueil de nouvelles plus thriller qui s'appelle Nocturne que j'avais aussi beaucoup aimé. Mais là ce côté pas forcément jeunesse mais
si c'est peut-être trop jeunesse pour moi. C'est des petits garçons qui vont, comme dans Artemis Fowl, des petits garçons qui vont vivre beaucoup d'aventures. Alors, d'un côté, c'est très imagé, c'est très riche, on rencontre beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'humour. C'est bien écrit, c'est bien décrit, il y a des scènes imagées, on imagine bien les choses, mais en même temps, comme pour Artemis Fowl, il y a une distance qui se crée avec le personnage principal. Alors, c'est certainement à cause d'une histoire d'âge, puisque j'ai 28 ans et les héros ont 12 ou 13 ans, donc forcément on se reconnaît pas vraiment en eux. Mais ce qui me manque dans ces livres-là, c'est l'émotion. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a des rencontres, c'est amusant, mais le côté psychologie des personnages n'est pas assez développé, ça touche pas ma corde sensible. Et donc, ça ne me touche pas, je n'arrive pas à entrer dans le livre, et je m'ennuie. Je sais même pas si je vais réussir à vous le résumer puisque l'histoire m'est un peu passée au-dessus. Donc on va suivre le jeune héros Samuel Johnson qui a 13 ans, qui avait déjà combattu l'enfer 2 ans plus tôt, donc dans le premier tome, et là on le retrouve à nouveau aux prises avec un démon qui a l'apparence d'une femme, et ce démon-là va l'attirer une nouvelle fois en enfer. Alors en enfer, il va retrouver plein d'autres personnages, notamment les 7 nains, un vendeur de glace avec sa camionnette pleine de glace, 2 policiers, 2 démons, le petit Samuel ne quitte jamais son chien, donc il part en enfer avec son chien. Un beau bazar, un groupe de personnages très haut en couleur, c'est amusant. Et en enfer, eh ben, ils vont essayer de survivre déjà d'une part, et en plus de trouver la sortie, de retrouver le portail pour retourner dans leur monde. Alors évidemment, ils vont faire la rencontre de beaucoup de démons, de personnages pas forcément sympathiques, d'autres qui vont se révéler des alliés. C'est pas inintéressant, mais je suis passée au-dessus, ça manque d'émotion pour moi, ça n'a pas touché ma corde sensible, et donc je me suis un petit peu ennuyée, et je suis la première chagrinée par cette constatation. J'ai commencé hier dans le train pour rentrer Tiré à 4 épingles de Pascal Marmé aux éditions Michalon. C'est un roman policier qui se déroule en France, j'ai lu 80 pages environ. Je vous dis juste que Tiré à 4 épingles se déroule donc à Paris. On va faire un tour au 36 quai des Orfèvres, il va y avoir un meurtre, le meurtre d'une femme qui vient de se faire cambrioler, une femme a priori collectionneuse d'œuvres d'art et notamment d'art africain, toutes ces petites statuettes, ces masques. La propriétaire a été tuée de 3 balles dans le corps, et quelques mois plus tôt, son mari avait lui aussi été tué d'1 balle. C'était un préfet assez haut placé, voilà, donc c'est un petit peu le pitch de départ. On va suivre l'histoire du point de vue des enquêteurs, évidemment, et on va également suivre 2 autres personnages qui se retrouvent mêlés à cette histoire puisqu'ils avaient ils avaient cambriolé l'appartement de la victime quelques minutes, voire quelques heures avant son meurtre. Voilà, donc ils vont se retrouver impliqués un peu bizarrement. Les chapitres sont courts, ça se lit très vite, c'est bien écrit. J'aime bien en fait, les phrases sont courtes, donc c'est assez rythmé, assez saccadé, et ça me plaît assez. Voilà, les personnages, en tout cas les enquêteurs, ont l'air d'avoir des personnalités plutôt intéressantes. Après, est-ce que sur 200, même pas 300 pages, est-ce que on va réussir à vraiment s'attacher à eux, à vraiment entrer dans les personnalités des enquêteurs et des autres personnages? Je ne sais pas. En tout cas, ça part plutôt bien et je pense que je le lirai vite. Je vous en parle dans la prochaine vidéo. Comme vous pouvez constater, 7 livres assez différents les uns des autres. J'aime bien varier. J'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Je sais que je ne présente pas les livres hyper à la mode, hyper représentés sur les autres chaînes booktube et les livres qui plaisent au plus grand nombre. J'en suis pas désolée puisque je trouve qu'il y a déjà des booktubeuses et des booktubeurs qui le font très bien. Ce sont des livres généralement de grosses maisons d'édition qui n'ont pas besoin de pubs supplémentaires à mon avis. Moi mon truc c'est de présenter des livres qui sont pas forcément très connus, notamment des petites maisons d'édition francophones en imaginaire, puisque c'est ce que je préfère.
Et je trouve ça plus intéressant de vous proposer des livres qui sont pas forcément très connus, même si a priori ça intéresse moins. Si ça intéresse une dizaine de personnes, c'est déjà pas mal et ça me fait très plaisir. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre présence, votre fidélité, vos encouragements. N'hésitez pas à commenter, j'essaye de répondre toujours très vite et de répondre à tout le monde. Ça me fait aussi super plaisir d'avoir des petits pouces bleus, c'est hyper encourageant, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces, même si vous commentez pas, juste de voir que la vidéo vous a plu, et bah ça me fait plaisir. Comme je le disais il y a quelques temps déjà, les vidéos sont dorénavant monétisées, donc plus vous regardez, plus ça engrange de centimes. Je ne m'attends pas à être riche grâce à cette chaîne de YouTube, je ne me fais pas d'illusions. En revanche, si grâce à vos petits clics je pouvais avoir quelques dizaines d'euros pour me rembourser le matériel que j'ai acheté pour tourner ces vidéos, ça serait plutôt sympa. Je vous le disais la dernière fois, je vais mettre en place un concours très vite puisque la page Facebook a dépassé les 2500 abonnés. Merci encore une fois. J'ai reçu un chèque cadeau de 25 € de la part d'Amazon puisque vous êtes plus ou moins nombreux à commander sur Amazon en passant par les liens qui sont dispatchés un peu sur le blog. Donc je vous remercie. Et grâce à ça, bah voilà, un chèque cadeau de 25 € a été débloqué et pour vous remercier, bah, ce chèque de 25 € je vais l'offrir à quelqu'un. Enfin je vais pas l'offrir comme ça, je pense que je vais mettre en place un petit concours pour gagner une enveloppe surprise. Et pour constituer cette enveloppe surprise, j'utiliserai les 25 € que vous m'avez permis de gagner. Plus vous cliquez ici sur les liens du blog, etc., plus ces vidéos, plus le blog est vu. Donc ça entraîne pas mal de choses derrière. Je peux m'acheter du matériel, je peux vous offrir des livres. Donc voilà, continuez et je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, d'excellentes lectures. À très bientôt. Salut et merci.